également de rencontrer les ressources locales et les forces locales, puisque bien avant le Conseil des ministres, qui respecte le formalisme républicain dans son organisation comme dans son déroulement, rien ne différencie un Conseil des ministres d'école délocalisée d'un Conseil des ministres tenu à la salle du Conseil des ministres ici au Palais de la République. Mais par contre, ce qui est important, il y a un exercice préalable, puisque à la veille se tient toujours un conseil interministériel qui est l'occasion pour les populations, à travers les différentes échelles de représentants qu'ils ont, la commune, les communautés rurales, le conseil régional, de mettre sur la table autour du Premier ministre les questions et les projets qui font pour eux sens. Et l'exercice consiste à identifier les difficultés auxquelles ces projets sont confrontés, d'aller en direction de solutions qui pourraient les voir aboutir, les pérenniser, et c'est après cela seulement que le Premier ministre met à la table du Président les propositions et les décisions retenues à l'occasion de ce Conseil des ministres qui font l'objet d'une partie de l'ordre du jour du Conseil des ministres qui n'est pas modifié ni dans son agenda, ni dans son format, qui respecte le formalisme républicain et qui respecte le processus par lequel on l'a institué dans notre pays depuis fort longtemps. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est de la politique, il s'agit de dire voilà une innovation que les populations apprécient, et dès lors que les populations éprouvent un plaisir, une fierté et voient à travers ce rapport entre pouvoir central et collectivité locale, mais il faut renforcer justement cette innovation, et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prochain Conseil des ministres se tiendra à Ziguinchor, et bien après la campagne, cette initiative se poursuivra. Alors, autre chose, M. Gueye, qui fait aussi l'actualité, c'est le mandat du président de la République qui était de 7 ans et que le président Macky Sall a décidé de ramener à 5 ans. Encore promesse électorale, on dit certains. Que répondez-vous à ce débat? Je dis peut-être... Il y aurait certains de ses proches qui le dissuadent de ramener ça à 5 ans. Non, le président de la République est un homme libre qui nous a habitués à tenir sa parole. C'est un homme de parole et un homme d'honneur. Si nous devons le juger à travers les actes posés, il a un souci particulier de tenir parole. Il attache une importance capitale à la parole donnée. Et je pense qu'à différentes occasions, et chacune plus solennelle l'une que l'autre, le président de la République a eu à dire aux Sénégalais ce qu'était son engagement relativement à ce mandat. Et c'est en toute conscience qu'il a dit qu'il ramènerait la durée de son mandat à 5 ans, qu'il limiterait le nombre des mandats à 2, et que lui-même s'appliquerait cette mesure constitutionnelle. Donc, je pense qu'on est en train d'ouvrir un débat qui n'a pas lieu d'être posé et qui n'est pas utile sur la période actuelle. Gardons intacte cette capacité à soutenir un homme qui a comme souci de tenir son engagement. Et je pense que la rupture qui est attendue par les populations, elle est de cette nature. Et en le faisant, le président de la République nous sortirait d'un débat qui a un peu pollué la vie politique sur la dernière période à travers justement la durée du mandat, le nombre de mandats. Et il faut que notre démocratie apprenne à dépasser les problèmes pour en affronter d'autres, mais ne pas passer son temps à revenir sur les problèmes de durée du mandat. Donc en un mot comme en mille, on est en train d'ouvrir un débat sur un débat qui est déjà clos par le président de la République puisqu'il a pris l'engagement de se l'appliquer. Et si on le juge par les actes, nous pouvons être confiants et être optimistes puisque c'est un homme d'honneur qui sait tenir parole. Donc c'est clair et net dans la tête des Sénégalais, ce sera pour 5 ans. C'est l'engagement qu'il a pris et la démocratie sénégalaise le vaut, le Sénégal le vaut bien. Merci M. Gueye. Je rappelle que nous recevions Seydou Gueye, le secrétaire général du gouvernement. Nous avons parlé entre autres des conseils des ministres décentralisés et du mandat du président de la République qui est actuellement en train de faire débat. Nous poursuivons l'actualité pour parler de 10% des Sénégalais qui sont porteurs du trait de la drépanocytose. Cette maladie génétique constitue une véritable santé publique. À la veille de la journée internationale consacrée à cette maladie, le ministre de la Santé invite au dépistage des enfants et aussi au dépistage avant les mariages. Maricol Seck appelle également à soutenir les actions de l'État dans la lutte contre cette maladie, nous dit Oumar Dia. Maladie héréditaire, la drépanocytose constitue un problème de santé prioritaire au Sénégal. Les porteurs du trait sont estimés à 10% de la population générale. 1700 enfants malades de la drépanocytose naissent chaque année des unions scellées entre personnes porteuses du trait drépanocytaire
communément appelée AS, la plupart de ces couples ignorent tout de cette maladie. La moitié des enfants nés SS, qui correspond à la forme grave, mourront de la drépanocytose avant leur 5e anniversaire si la maladie n'est pas diagnostiquée et correctement prise en charge. Cette année, le thème porte sur la décentralisation. L'objectif est d'assurer l'accès à des services de proximité pour une bonne prise en charge des malades, mais la prévention doit rester la principale stratégie. Elle repose sur le dépistage prénuptial des couples et la prise en charge précoce afin d'éviter les complications liées à la drépanocytose. Plusieurs activités sont au programme de cette journée. Parmi elles, des visites d'enfants malades à Albert Royer, de l'unité d'hématologie clinique du Centre national de transfusion sanguine, des dépistages et des conférences à Saint-Louis. L'actualité à l'étranger nous mène en France. La France qui renouvelle son Assemblée nationale après l'élection présidentielle. Le Parti socialiste et les formations associées finalement ont 314 députés, sur soit 25 de plus pour la majorité absolue contre 229 sièges pour l'UMP et l'extrême droite qui a 3 élus. Une vague rose qu'on n'a pas vue depuis 1980. Une scène de liesse partout hier soir dans les QG socialistes. Les militants célèbrent leurs nouveaux députés. Et ce matin, les nouveaux élus arrivent à l'Assemblée nationale. Dans le grand bain, Les traits sont tirés. La fatigue se mêle à l'excitation des premières fois. je suis plutôt ému là ce matin. C'est vrai que franchir avec mon ami Bruno Leroux les portes du Palais Bourbon, c'est quand même un moment... j'ai envie de dire unique. Un café. Les anciens députés accueillent les nouveaux. Les socialistes ont gagné 173 sièges par rapport à 2007. C'est une vague rose qui submerge l'hémicycle. Donc tu vois, on allait jusqu'à là, à peu près. Oui. Et là, on va venir jusqu'à là. Incroyable. À peu près. Déplacé. La gauche fait presque aussi bien qu'en 1981, dans la foulée de la victoire de François Mitterrand. Cette année aussi, les socialistes obtiennent la majorité absolue à eux tout seuls, 314 députés. Parmi eux, 10 sont issus de la diversité. Et je suis avant tout français, citoyen de France, représentant les Français de ma circonscription à l'Assemblée nationale de ce pays. Je suis fier de mes origines, mais je suis avant tout un parlementaire de la République à son service. Je suis très fière en fait d'être française et je suis très fière de l'école de la République. Un groupe socialiste qui se conjugue au féminin. 106 élus, soit presque un tiers des députés socialistes, sont des femmes. La France était quand même très en retard par rapport au nombre de députés femmes. On peut encore mieux faire, mais c'est déjà un grand progrès. Et la génération Hollande succède à la génération Mitterrand. C'est quelqu'un avec qui on a combattu le Front National en 98. Oui, dans le sud de la France. 97, 98, c'est ça. Exactement. La première séance de la nouvelle Assemblée se tiendra le 26 juin à 15h. Retour à l'actualité chez nous pour parler du président Macky Sall qui a reçu ce matin le rapport d'activité 2011 de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le président Macky Sall a également reçu le dernier rapport des dernières élections présidentielles. Il a exhorté le personnel de la Sénat à tout faire pour que les élections législatives du 1er juillet prochain se déroulent dans la plus grande transparence, nous dit Radical. La Commission électorale nationale autonome est un organe chargé d'organiser et de superviser les élections au Sénégal. Cet après-midi, son président Doudou Ndir a remis le rapport d'activité 2011 et celui des dernières élections présidentielles. Le président de la Sénat a rappelé la mission de son institution, à savoir la neutralité et la transparence dans le déroulement des élections. La Sénat, de l'avis des acteurs politiques de la société civile, des observateurs nationaux et internationaux, s'est acquitté honorablement de sa mission au grand bonheur de nos concitoyens. Aussi, la cérémonie d'aujourd'hui nous donne-t-elle l'agréable occasion de magnifier, au-delà de la classe politique, la haute conscience du peuple sénégalais. Ce peuple plein de sagesse et de raison, et qui a su, dans des moments de crainte et d'incertitude, faire preuve de lucidité, de retenue et de dépassement, en tournant le dos à tout acte de violence regrettable qui aurait été préjudiciable à la bonne réputation de notre pays.
Le chef de l'État a magnifié le travail de la Sénat lors des dernières élections. Le président Macky Sall a aussi demandé aux membres de l'institution de faire la même chose ou même plus pour le scrutin du 1er juillet prochain. C'est le lieu, ici et maintenant, de magnifier une fois de plus l'indépendance, l'impartialité, le professionnalisme et l'intégrité qui n'ont point fait défaut aux équipes de la Sénat pendant la dernière élection présidentielle. Et je suis convaincu que les élections législatives à venir, vous jouerez exactement le même rôle, puisque ce n'est pas le président de la République que je suis qui tentera d'interférer dans un sens ou dans un autre dans vos missions. À l'entame de la cérémonie, le président de la République a eu une pensée pour Chérif El Walid Sey qui s'est éteint aujourd'hui à Nairobi. Le ministre de la Communication poursuit ses visites de prise de contact. Aboulo a rencontré les membres du SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal. Ces derniers n'ont pas manqué de dire au ministre les difficultés auxquelles fait face le secteur. Aboulo a promis d'apporter tout son soutien et pour satisfaire les revendications, nous dit Claire Diop. L'adoption du nouveau code de la presse, le financement de l'audiovisuel, la revue du statut de journaliste, tels sont entre autres les sujets saillants qui ont fait l'objet de débats entre le nouveau ministre de la Communication et le SYNPICS. Les vrais problèmes du secteur ont été pris en charge. Ici, le dialogue entre décideurs et syndicalistes se veut très franc. Nous pensons que le dialogue qui a été noué sera très fructueux et que ça nous permettra d'avoir des avancées considérables pour le devenir de la profession journaliste dans notre pays. D'autant plus qu'il y a énormément de questions qui sont toujours agitées. On a toujours des questions en chantier, que ce soit le nouveau code de la presse qui, on l'espère, et le ministre a pris un ferme engagement de le faire voter avec bien sûr ces amendements. On espère que le dialogue n'en est qu'à ses débuts et qu'à l'avenir nous pourrons avoir des acquis considérables avec ce dialogue franc et fructueux. La tutelle se veut attentive sur ces questions. Il s'est engagé à apporter son soutien, surtout pour le vote par l'Assemblée nationale du nouveau code de la presse. Nous avons dit ensemble que ce code de la presse est une innovation majeure et que ce code doit être aussi revu et présenté à la prochaine législature, à la prochaine assemblée. Je pense que c'est un point sur lequel nous sommes tous tombés d'accord, où ils ont exposé l'état des lieux et aussi fait part de leur volonté ou bien de leur désir d'avoir une nouvelle convention collective adaptée aux réalités actuelles. La presse est devenue l'un des secteurs les plus florissants du Sénégal. Le ministre tient à accompagner le SYNPICS dans ses revendications. Le but est de mettre les professionnels des médias dans de meilleures conditions de travail. La 5e consultation annuelle du programme conjoint FNUAP-UNICEF sur les mutilations génitales féminines a pris fin. Pendant 3 jours, les spécialistes de la question ont fait le point sur les progrès réalisés en matière de lutte contre l'excision dans plus de 15 pays d'Afrique. Pape Bouna Diaw. Cette 5e session du programme conjoint UNICEF-UNFPA a planché sur l'accélération du processus d'abandon de l'excision dans les pays de la sous-région. Plus de 15 pays ont participé aux travaux et les communications ont porté sur l'harmonisation des politiques et stratégies. L'intérêt de participer à ces consultations annuelles, c'est un moment fort d'échange, d'écouter nos homologues d'autres pays, quels sont les points forts et les points faibles, quels sont surtout les défis auxquels ils sont confrontés et comment ils ont pu trouver des solutions. Donc vraiment, c'est un partage d'expériences, un partage des leçons tirées, parce que déjà nous, dans le cadre du programme conjoint, par exemple, les religieux ont effectué des voyages d'études au Soudan, en Égypte, tout ça c'est grâce au programme conjoint. L'exception burkinabé, c'est que la loi est vraiment appliquée. Il y a d'autres pays où on a commencé à appliquer la loi, par exemple en Érythrée. Là, on est assez sérieux, mais depuis des années et des années, c'est seulement au Burkina qu'on le fait. Au Sénégal, le taux d'abandon se chiffre à 80%, mais toujours est-il qu'il reste des efforts à faire pour consolider les acquis et tendre vers l'éradication, toute chose qui nécessite une sensibilisation plus accentuée.
Mais ce qui va être fait, c'est justement donc le programme de communication, de sensibilisation qu'on va continuer à faire dans les localités les plus éloignées, et puis aussi arriver quand même à montrer aux populations les dangers, les risques qu'on fait courir aux femmes, aux filles et aux femmes qui sont victimes de cette pratique ancienne. Application des législations dans les pays qui en disposent, renforcement des plans d'action nationaux sont entre autres les recommandations de la session. Elles devront permettre l'atteinte des objectifs de 2015. Rencontre d'évaluation pour préparer la 132e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Le comité d'organisation a bien engagé les travaux et tout est fin prêt à Cambérène, Ngor et Yoff pour accueillir des milliers de pèlerins qui vont converger vers ces lieux saints, nous dit Kaltungay. À moins de 48 heures de la célébration de la 132e édition de l'appel du mardi, le ministère de l'Intérieur et le comité d'organisation font le point. Assainissement, hydraulique, environnement, sécurité, santé et communication, tous les services concernés rassurent. Nous avons fait le point. Aujourd'hui, il s'agissait donc de faire l'évaluation de ces engagements. Je peux vous dire, en tout cas sous le contrôle de M. le Président du comité d'organisation, que la plupart des engagements ont été entièrement respectés. Il reste certainement quelques petits réglages à faire. Vous avez pris part à la réunion et je crois que nous avons eu le sentiment que la plupart des engagements ont été respectés et le peu qui reste à faire pourra l'être au plus tard demain. Le comité d'organisation exprime sa satisfaction. Cependant, il reste à mettre la dernière main à l'installation du centre de presse pour une bonne couverture médiatique de l'événement. Je me suis rendu compte lors de cette réunion que les services de l'État, vraiment cette année, ont fait des efforts pour satisfaire la demande du Khalife général des Layènes. Cette année, il y a un seul problème, ce que j'appelle un problème majeur, c'était par exemple, c'est-à-dire le centre de presse, comme l'a dit le secrétaire général, la Sonatel nous avait promis. Et malheureusement, il nous dit pour des raisons techniques que ce n'est pas possible. L'État va s'approcher des autorités de la Sonatel pour voir la faisabilité d'ici l'appel, pour vous permettre, vous, en tant que journaliste, de faire votre travail normalement. Pour cela, les autorités promettent de ne ménager aucun effort pour que le problème du centre soit réglé. De son côté, le représentant du Khalife présent à la rencontre prie pour que tout soit prêt le jour J. À 48 heures donc de la célébration de la 132e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, les travaux vont bon train. À Malika par exemple, les disciples layennes, plus particulièrement les femmes, envahissent les salons de coiffure et les tailleurs. Chacune veut être sur son 31 et honorer cet événement religieux, nous dit Ibrahim. Un tour à travers les rues de Malika permet de constater à quel point les Layènes préparent l'appel de Seydina Limamou Laye. Illustration avec cette vendeuse de tissus qui a presque écoulé toute sa marchandise, un stock composé pour l'essentiel de tissus blancs. La vente marche à merveille, c'est ainsi que ça se passe à chaque veille de l'appel de Seydina Limamou. Au centre d'apprentissage populaire, on appuie sur l'accélérateur. L'objectif est clair, finir à date échue toute commande des clients. Dans un souci de livrer à temps nos commandes, on a tout simplement décidé d'arrêter d'en prendre d'autres. C'est la tradition ici, à chaque édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, on arrête de coudre pour la circonstance les costumes pour s'acquitter de la commande des disciples. Dans les salons de coiffure, le constat est le même, se faire belle avant le jour J reste le maître mot des disciples. C'est de cette manière que je prépare cet événement religieux, juste pour me faire belle le jour J. Quelques jours seulement nous séparent de la célébration de la 132e édition de l'appel de Seydina Limamou. Une occasion de se rappeler les enseignements du Saint-Homme, mais aussi avoir une pensée pieuse pour les disparus. Ainsi donc, plus que 2 jours pour l'appel de Seydina Limamou Laye prévu du 20 au 21 juin prochain. L'unité de coordination pour la gestion des déchets solides a initié une opération de nettoiement des 2 voies Casby-Cambérène. L'objectif est d'enlever tous les dépôts d'ordures sauvages laissés suite à l'évacuation des eaux usées de Cambérène. Louise Bitsa.
Voici l'image que présentait avant l'émissaire de Cambérène. La station de pompage des eaux usées avait fini d'installer la psychose chez les populations environnantes. Après l'évacuation de ces eaux, les travailleurs de surface ont décidé de jouer leur partition en allant à l'assaut des déchets qui polluaient les deux voies allant du rond-point Kasbi au village de Cambérène. C'est extraordinaire, incompréhensible. Voyez-vous, les camions de ramassage passent du lundi au dimanche enlever des ordures. Mais malgré cela, certains riverains préfèrent utiliser des charretiers ou même des talibés pour déverser n'importe où des saletés. De grâce, attendons les camions de ramassage. Chères dames, ce spectacle n'est pas beau à voir. Saluant ici les efforts des travailleurs de surface, les riverains ont tenu à fustiger le comportement de ceux qui continuent à déverser les ordures sur la place publique. Tout le monde a vu les spectacles qui prévalaient sur cette voie. Aujourd'hui, il y a une amélioration grâce au travail de ces braves gens. J'appelle au sens du civisme de tout le monde. Il faut que nous, les riverains, assurons le suivi afin de maintenir propres les deux voies. Bon, je pense que nous devons éviter l'eau. Nous supplions nos sœurs d'arrêter de déverser des saletés sur la voie publique. Imaginez-vous que chaque jour, nous sommes là de 6h30 à 13h30 pour nettoyer et enlever les ordures. Mais dès qu'on tourne le dos, certaines dames, au lieu d'attendre les camions de ramassage, préfèrent déverser sur la voie publique, rendant ainsi nul tout le travail que nous avons abattu. Ces opérations se déroulent en prélude à l'appel de l'AIN, un message civisme est par ailleurs lancé à l'endroit de tous. Il va s'agir de se conformer au passage des camions de ramassage d'ordures, puis question de déverser les déchets sur la place publique. Le mouvement Maïbi a aussi organisé hier dimanche une journée d'investissement humain dans le cadre de son programme social. La porte principale d'entrée de Pékin, communément appelée Buntu Pékin, a reçu les premiers coups de balai. L'objectif est de rendre bien propre l'environnement pour le bien-être des populations, nous dit Hamidou Diop. Buntu Pékin, très tôt pris d'assaut ce dimanche matin par les membres du mouvement Maïbi appartenant jeunes. Des pelles, des bottes, des brouettes, seul moyen de bord pour rendre le cadre agréable à vivre. Une démarche manifeste de participer au développement du pays avec comme principale arme le patriotisme et la volonté. Nous avons initié cette journée d'investissement humain pour participer à l'assainissement du département de Pékin et aussi faire un geste social. C'est ce qui nous a motivés à organiser cette journée d'investissement humain. Les commerçants qui exposent aux abords de la rue magnifient cette démarche des jeunes qui contribuent à la propreté et au développement de Pékin. C'est une bonne chose, on les encourage. Et ça permet à l'eau de couler naturellement pour éviter ainsi des inondations. Ils nous aident beaucoup, nous les commerçants. On magnifie ce travail. Cela prouve que les fils de Pékin sont un et indivisibles. C'est un travail magnifique qu'il faut soutenir. La tâche consistait à balayer, à désensabler et à nettoyer les grandes artères de Pékin. Une tâche qui incombe aux collectivités locales, appuyées ici par les jeunes du mouvement Maïbi. Je pense qu'il faut les aider. Ils le méritent. Ce travail, ils le font à la place de la mairie. Par conséquent, on doit les assister. Surtout Ndeye Ndira Faye qui fournit beaucoup d'efforts pour le développement de Pékin. Surtout Madame Ndeye Ndira Faye, bi nga xam ne moom moo am xalaat boobu muy jigéen. Surtout nag li mu nekk jigéen du góor moo ko mais jigéen la. Moo tax jigéen ñi war nañ leen gën a jox gëdd daal. Le programme se poursuit. D'autres activités sont prévues au bénéfice des populations de Pékin, de Dakar et du reste du pays. Le concours des autorités est souhaité pour un réel succès. Nous lançons un appel à nos autorités locales, mais aussi à toutes les autorités du pays, de nous soutenir dans nos actions
que ça soit dans le domaine du social, dans le domaine de la santé, parce que nous avons des actions par rapport à ça, mais aussi dans le domaine de la formation professionnelle. Nous lançons un appel à toutes nos autorités locales afin qu'ils nous aident à réaliser notre plan d'action. L'appel est donc lancé. Les actes citoyens de cette nature sont attendus de toute la population, car, disent-ils, le Sénégal leur appartient et c'est à eux de le développer. L'ONG Green Sénégal poursuit ses activités qui entrent dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier. Après Soumbédioune, c'est au tour de Bargny de recevoir une manifestation organisée par l'ONG Green Sénégal qui a offert un important lot de matériel d'assainissement aux femmes transformatrices de produits halieutiques de la zone, une façon pour les pousser à mieux préserver leur environnement. Eric Nimati. Domaine, un site de transformation de produits halieutiques près de la plage de Bargny. Ici, elles sont nombreuses les femmes de la localité à s'adonner à cette activité chaque jour et parfois dans un environnement malpropre. Autre lieu, même décor, à Khelcom, près du site de la future centrale à charbon de Sendou, ces transformatrices de fruits de mer travaillent dans les mêmes conditions. C'est justement pour mettre fin au calvaire de ces braves dames que Green Sénégal a offert ce don du matériel pour assainir leur environnement, un geste entrant dans le cadre du programme d'adaptation à l'érosion côtière dans les zones vulnérables. Les femmes qui travaillent sur le littoral, elles transforment le poisson, elles transforment les coquillages, mais les questions d'hygiène et de salubrité ne sont pas réunies. Donc il faut encore les sensibiliser et trouver des techniques appropriées qui peuvent réduire les taux de salinité des sols. Voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative du littoral et aujourd'hui nous clôturons donc les mobilisations sociales sur le littoral. Bargny, une commune fortement touchée par les effets du changement climatique, la localité s'est beaucoup investie dans la lutte contre l'érosion côtière. Selon son maire, ce don arrive à son heure. Il a cependant insisté sur une bonne utilisation de ce matériel. Elles sont très braves, ces femmes, elles sont très courageuses, mais il faut également, la mairie fait ce qu'elle peut faire, mais évidemment nos moyens sont faibles. C'est pourquoi je me réjouis chaque fois que je reçois ce genre de matériel pour que la plage soit plus propre, les emplacements pour fumer le poisson soient plus propres. Cette action de Green Sénégal est la seconde au profit des habitants de Bargny. Sa prochaine cible dans la commune, les charrettes. L'ONG envisage leur immatriculation afin de déterminer leur nombre. Cela pour mieux étudier leur impact sur l'érosion côtière dans la localité. Les populations de Goléré, dans le département de Podor, ont étrenné vendredi dernier leur nouvelle grande mosquée qui a coûté plus de 100 millions de nos francs. La cérémonie d'inauguration qui a drainé beaucoup de monde a vu la présence des représentants du Khalif général des Tidjanes et de Thierno Madanital, guide de la famille omarienne Madine Ndaw. Cette grande mosquée atteinte par l'âge a été démolie le 13 mars 2009 après un demi-siècle d'existence. 3 ans plus tard, les populations de Goléré ont érigé en lieu et place ce bel édifice ultra-moderne d'une capacité de plus de 500 places. D'un coût de 102 millions de francs CFA financés par les populations, dont une contribution de 32 millions du mécène Aliou Ardessow, la nouvelle grande mosquée de Goléré offre un luxe et un confort certain aux fidèles pour la prière. Les ressortissants de la localité établis dans la diaspora ont en outre assuré le financement de cette belle moquette pour plus de 3 millions de francs CFA. Nous remercions également tous les villages voisins qui nous ont apporté leur appui en nature, leur appui financier, mais également, surtout, de leur présence aujourd'hui. Nous remercions également Alioune Sow, le président Alioune Sow, président du groupe CSE, qui nous a appuyés. Nous remercions la famille omarienne, représentée ici par le petit-fils de Cheikh Omar Foutiou, Nourou Cheikh Omar Muntaga Daha Cheikh Omar. La cérémonie d'inauguration a été rehaussée par la présence des représentants du Khalif général des Tidjanes, Serigne Mansour Sy, et de Thierno Madanital, guide de la famille omarienne.
De nombreux fidèles ont pris part à la prière du vendredi dirigée par l'imam Ratib Thierno Al-Ousseinou Al-Fali. L'évêque de Ziguinchor, Paul Abel Mamba Diatta, a présidé le lancement du 175e anniversaire de la paroisse de l'église de Sacré-Cœur, occasion saisie par l'évêque pour inviter les fidèles à s'approprier les messages du Christ, nous dit Mohamed Silva. L'église du Sacré-Cœur, deuxième paroisse du continent africain, elle est située à la rue Malenfant en plein centre-ville. Cet anniversaire symbolise la fête patronale du Sacré-Cœur qui assure le règne de Dieu sur terre. J'invite tous les fidèles chrétiens à poursuivre avec piété leur dévotion au culte du Sacré-Cœur de Jésus. D'abord, une invite est adressée aux fidèles pour imiter le Sacré-Cœur de Jésus afin qu'une inondation de la bonté et de la miséricorde puisse être puisée aux sources profondes de la croyance. La tradition catholique a toujours associé la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus avec des actes de pénitence et de réparation dédiés au cœur de Jésus. Ensuite, une procession a conduit les fidèles de l'Église à la place de l'Indépendance, instant privilégié d'honorer le Sacré-Cœur, louer le Seigneur et montrer au monde entier qu'il est le libérateur de toute l'humanité. Jésus du sommet de la croix laisse couler de son cœur qui a aimé le monde jusqu'au don de sa vie les sacrements. Ces signes par lesquels ceux qui croient au Christ sont accompagnés sur leur route qui conduisent à la maison du Père pour les nourrir, les fortifier et leur donner l'occasion de recevoir en eux la vie de Dieu, dont l'achèvement sera le couronnement dans la maison du Père. Enfin, une prière universelle a été dite, occasion pour l'Assemblée de présenter au Seigneur ses joies et ses souffrances afin de pouvoir les soutenir. N'est-ce pas, la Bible parle du cœur pour exprimer le lieu le plus interne de l'homme où règne son être intérieur. La famille de la presse est en deuil avec la disparition ce lundi de notre confrère Cherif El-Walid Sey à Nairobi au Kenya où il était en déplacement. Il était l'un des piliers du groupe Sud Communication. Il a entre autres servi au Soleil, au Sils Salabad. Il a aussi été le conseiller en communication de l'ex-président Abdoulaye Wade. Pendamo nous dresse ici son portrait. Réunion dont je me souviens, c'est quand je suis rentré d'Iran. Parce que journaliste, une voix à jamais éteinte, celle de Cherif El-Walid Sey, une des figures emblématiques de la presse sénégalaise et africaine. Il vient ainsi de tirer sa référence ce jour à Nairobi au Kenya. Cherif El-Walid Sey est né à Fatick, un homme courtois au parcours exceptionnel. Quand Cherif débute sa carrière au quotidien Le Soleil, dont il devient plus tard le rédacteur en chef adjoint avant de diriger la première radio privée du Sénégal, Sud FM. En 2000, le président Abdoulaye Wade fait appel à lui pour occuper le poste de conseiller spécial chargé de la communication. L'homme aux analyses pertinentes et réfléchies avait aussi un penchant pour le continent africain. En cela, avec d'autres confrères, il fonde le premier journal financier panafricain intitulé Les Afriques. Un grand monsieur, courtois et diplomate. Adieu l'artiste virtuose de la plume et doté d'un esprit libre. Et Senghor qui dit non, c'est vous le maître de cérémonie, dites-moi ce qu'il y a lieu de faire et je le fais. Le président de la République, Macky Sall, a présenté ses condoléances et celles de la nation sénégalaise à la famille de Cherif El-Walid Sey. Il lui a aussi rendu un hommage. Je vous propose d'écouter le président Macky Sall. Exprimer notre profonde tristesse la suite de l'annonce du rappel à Dieu de notre compatriote Cherif El-Walid Sey qui vient de s'étendre à Nairobi, qui a été un homme de communication au service de notre pays. À cette occasion, avoir une pensée pieuse pour sa mémoire et présenter les condoléances de la nation à sa famille éplorée. Le personnel de la RTS s'associe à la douleur de la famille et lui présente ses condoléances les plus attristées.
Et nous avons sur ce plateau Ibrahim Mbou, il est là pour les besoins du lundi sport. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Seno. Alors aujourd'hui, il n'y a que du football apparemment. Absolument, que du football. Alors nous démarrons avec la qualification des Lions du football à la CAN 2012. Et comme toutes les grandes premières, cette qualification des Lions du football restera dans les annales après un score nul et vierge au terme des 90 minutes. C'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui a départagé les deux équipes au bout du suspense. Les Lions l'emportent par 5 tirs à 4. C'est Mbaye Thiam qui a transformé le dernier penalty sénégalais. Les Marocains foudrages ont protesté vivement auprès du corps arbitral. Et à l'issue de ce match, nous faisons face maintenant aux réactions d'après-match. Et ce sont les réactions de la capitaine des Lions, Mami Ndiaye de Bassoiré Diaby, le coach de l'équipe nationale, et maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Ils saluent tous l'exploit des Lions qui vont défendre les couleurs nationales à Bata en novembre en Guinée équatoriale. Nous les écoutons au micro de Moussa Mané. On est vraiment fiers. On remercie le bon Dieu parce qu'on a marqué l'histoire du football féminin aujourd'hui. Et on remercie le bon Dieu de tout cœur, les supporters, les gens qui nous ont soutenus de près ou de loin. On les remercie beaucoup. Je disais la fois dernière, on a essayé de faire quelque chose. On attend d'avoir quelque chose maintenant. C'est un exploit pour les filles et pour le Sénégal. Maintenant, le travail commence parce qu'aller représenter l'Afrique, c'est un autre niveau, c'est un autre football. Donc on a vraiment à partir de demain déjà les programmes sur la table du ministère et de la fédération pour essayer de représenter le Sénégal dignement. Et il faut saluer quand même cette nouvelle première, si je peux m'exprimer ainsi, après les JO que nos jeunes joueurs de moins de 23 ans vont découvrir. La CAN cadette que nos jeunes cadets avaient découverte il y a quelques mois, nos jeunes filles vont aller à la découverte et à l'apprentissage d'une CAN. Et je pense que c'est comme ça qu'on construira le futur de notre football. Être présent dans toutes les catégories, partout et tout le temps. Et au finish, je suis sûr qu'une coupe viendra, quelle que soit la catégorie. Après les filles, place maintenant aux garçons avec les matchs retour des éliminatoires de la CAN 2013 de football prévus en Afrique du Sud. Et les matchs ont été joués ce week-end. La surprise est venue d'Égypte avec cette défaite des Pharaons face à la Centrafrique 3-2. L'Algérie qui bat la Gambie 4-1. L'Ouganda surprend le Congo 4-0. Le Cameroun qui bat difficilement la Guinée-Bissau. Nigeria 2, Rwanda 0. Malawi 2, Tchad 0. Namibie et Libéria 0 but partout. Voilà les autres résultats avec la Sierra Leone qui s'impose 4-2 devant Sao Tomé et Principe. Le Cap-Vert qui s'en sort bien face à Madagascar. RDC qui bat Seychelles 3-0. Et voilà les équipes qualifiées à l'issue de ce second tour. Algérie, Cameroun, Cap-Vert, Éthiopie, Libéria, Malawi, Mozambique, Nigeria, Ouganda, RDC, Sierra Leone, Togo, Zimbabwe. Le 14e qualifié sera connu le 30 juin à l'issue du match retour entre la Centrafrique et l'Égypte. Nous avec le football, mais cette fois-ci au plan local, avec le début des playoffs de la Ligue 1. Au menu de la première journée des playoffs, une affiche alléchante, Niaritali Casa Sport. Le match s'est joué dimanche au stade de Demba Diop. Score final 2-0 en faveur du club de Ziguinchor. On refait le match avec Louis-Philippe Sagna. Des supporters toujours présents pour galvaniser l'équipe Fagnon du Sud qui n'a pas droit à l'erreur face aux Galactiques de Niaritali. Un match capital pour cette phase allée des playoffs. Après 25 minutes de jeu, les attaquants n'ont pu faire trembler les filets. Il a fallu attendre cette contre-offensive à la demi-heure. Suite à une bonne combinaison, Aliou Koli donne l'avantage aux siens. 1-0, score préservé jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, Niaritali cherche à remettre les compteurs à 0. Devant cette forte détermination, des maladresses. Comme c'est le cas ici. La barre,
puis le poteau ont sauvé Souleymane Sané, portier du Casa Sport. L'ancien international Pape Thiaw et ses coéquipiers n'ont pas la baraka. La preuve, ils ont été assommés pendant les ultimes minutes de jeu. Le buteur Aliou Koli s'est transformé en passeur. Un caviar que le remplaçant Karim Benbadji a bien ajusté. La messe est dite, un important pas en avant. Pour la suite, j'ai peur parce que je rencontre une équipe qui vient d'une défaite. Wakam, moi je préfère rencontrer une équipe qui vient d'une victoire. Elle est sur le fruit, ça balle, mais une équipe qui vient d'une défaite est mieux organisée et plus assise. Et c'est un lion blessé qu'on va rencontrer. Samedi prochain, ce sera face à l'Union sportive de Ouakam, l'équipe championne en titre. Au stade Fodé Wade de Saly, il y avait un certain intéressant match Djambar-Uzo, toujours dans le cadre des playoffs. Et devant son public, Seynabou Djambar a pris le dessus sur l'Union sportive de Ouakam, une victoire d'une courte tête. Et voilà le but de Djambar, un but inscrit par Seydina Keita en première période. Après le but, la joie est mise dans le camp du club de Saly avec ses pas de danse, une superbe ouverture de Maktar Fall qui a permis à Seydina Keita de marquer l'unique but du match, le match qui s'est joué dimanche au stade Fodé Wade de Saly. Et à présent, zoom sur l'actualité du football européen, notamment l'Euro 2012. Et c'est l'actualité de l'Euro 2012 ce soir, c'est la qualification de l'Espagne, la championne en titre, et de l'Italie en quart de finale. La Roja vient de battre la Croatie 1-0. Le but des Espagnols est signé Jesus Navas. La Squadra Azzurra a pris le dessus sur l'Irlande 2-0. Les buts italiens sont signés Antonio Cassano et Mario Balotelli. Hier, les Allemands et les Portugais se sont qualifiés eux aussi en quart de finale à l'issue de la troisième journée dans la poule B. Le résumé des deux rencontres porte la signature de Henrique Bokoko. Opération rachat pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise envoie son pays en quart de finale de l'Euro 2012. Pourtant, les Hollandais ont été les premiers à se mettre sur orbite. Robben adresse ici un centre pour Raphaël van der Vaart. Capitaine d'un soir, ouvre le score sur cette frappe limpide du gauche. 1-0. 12 minutes plus tard, Nani déborde sur son couloir et offre un centre au cordeau à Cristiano Ronaldo. Mais la tête du capitaine des Rouges est enrayée par Steve Kallenberg. Opiniâtre et déterminé, les Portugais reviennent dans la partie. Ronaldo, en slalom individuel, transperce la défense hollandaise et fusille Steve Kallenberg. Un but partout. Les deux équipes se neutralisent à l'issue de la première mi-temps. Les supporters hollandais croient toujours à l'exploit. Mais en seconde période, ils vont vite déchanter. La domination est à sens unique. Postiga, libre de tout marquage, loge la balle dans les filets adverses. Mais son but est refusé pour une position de hors-jeu, comme l'illustre le révélateur. Peu après l'heure de jeu, Cristiano Ronaldo, le dépositaire du jeu portugais, retrouve l'étendue de son talent. Fin de frappe, tir du droit et but. Les Portugais prennent l'ascendant et